Why do you look so glum? Are you breaking behind the smile that I know you're faking? Bonsoir à toutes et à tous. Moi, je suis toujours plus à l'aise debout. Je sais que Jacqueline souhaiterait faire comme moi, mais malheureusement elle est blessée, donc elle sera contrainte de rester assise, mais elle aurait aimé également pouvoir prendre ses aises dans l'espace. Mais écoutez, très rapidement je me présente. Mon nom est donc Christophe Sempels. Je suis professeur de développement durable et d'entrepreneuriat. Et très tôt, sur un plan personnel, j'ai croisé la route du développement durable et ça m'a fasciné. Et puis j'ai fait des études en management, en sciences de gestion. Très rapidement, je me suis intéressé à l'univers des services. Pourquoi ? Parce que le service est indissociable de l'humain. Et puis je me suis dit que mettre les outils du management des services au service de l'humain était quelque chose d'extrêmement intéressant. J'ai toujours cherché à trouver cette ligne de crête qui permettait de concilier une réussite économique avec une plus-value environnementale, une plus-value sociale, une plus-value humaine, avec une capacité de réconcilier l'économie et l'homme. L'homme, évidemment, avec un grand H. Ce qui a fait de moi un professeur de développement durable et d'entrepreneuriat, ce qui a fait de moi un accompagnateur de dirigeants d'entreprise, agissant au service de la transformation. Alors mon métier, c'est d'accoucher la transformation, c'est-à-dire d'accompagner les hommes et les femmes dans la rupture, puisque je ne gère que de l'innovation de rupture au niveau des modèles économiques, et elle présuppose de la créativité, beaucoup de créativité. Elle présuppose également, et je crois que c'est peut-être déjà une première passerelle entre nous, elle présuppose de se réinterroger soi et se transformer soi-même, parce qu'on ne peut pas transformer son environnement si on ne sait pas préalablement transformer soi-même. Ça, mon expérience me l'a démontré et me le démontre tous les jours. Le climat est morose, faut-il en rajouter à la morosité ? L'économie se porte moyennement bien. Je pense qu'il y a beaucoup de dirigeants dans la salle qui n'ont pas forcément tous les jours faciles. La COP21 vient de s'ouvrir et nous rappelle combien notre modèle de développement est peu compatible avec les enjeux de durabilité, en tout cas sur un plan environnemental et écologique. Le mois d'octobre a accueilli à nouveau un bond spectaculaire du chômage en France, laissant à présager que la crise sociale n'est pas derrière nous, malheureusement. Les crises sanitaires s'accumulent. On ne sait pas trop ce qu'on est amené à manger. En tout cas, on nous dit de temps en temps qu'il faut arrêter de manger ceci ou cela, parce que ce ne serait pas terrible pour nous. Et puis, Marc, vous le rappeliez, l'environnement de travail n'est pas toujours un environnement synonyme de santé. Et effectivement, quand il faut consommer des psychotropes pour tenir au boulot, on voit qu'il y a à un moment donné des tensions qui s'opèrent. Alors, toutes ces crises, on les connaît, on les rabat à longueur de journée, de semaine, pour entretenir la sinistrose. Moi, ce que je vous propose, c'est de sortir de cette fatalité et de se dire toute crise au pluriel, est une formidable occasion de se réinventer, de rebondir. Et moi, souvent, mon fils, quand il était petit, en tout cas, il me disait « Papa, c'est quoi ton métier ?» Et j'aimais dire à mon fils que j'étais un explorateur. Alors là, il avait des étoiles dans les yeux, évidemment. Mon père est explorateur, c'est formidable. Bon, il n'était quand même pas dupe, donc il me demandait des explications. Et puis je lui disais, écoute, en fait, je me sens l'âme d'un explorateur. Pourquoi ? Parce que voilà, j'explore de nouveaux systèmes économiques, j'explore de nouveaux modèles d'entreprise, de nouveaux modèles de développement. Et j'ai un peu l'impression, parfois, d'être ce pionnier qui, armé de sa machette, cherche des voies nouvelles dans un environnement relativement enchevêtré. Et il se trouve que comme notre environnement est très enchevêtré, on doit taper assez sec pour passer à travers, c'est peut-être là que des voies nouvelles émergent avec le plus d'intérêt. Et donc voilà, c'est un peu ça que j'ai envie de partager avec vous. Alors moi, je vais vous donner une grille de lecture qui est la mienne, qui forcément est réductrice, puisque la multiplicité des crises ne peut pas s'expliquer par une seule cause, mais c'est celle des modèles économiques. Nos modèles économiques d'entreprise posent problème. Alors d'abord, il faut se mettre d'accord sur ce qu'est un modèle économique. Un modèle économique, c'est quoi ? C'est la manière dont une entreprise va créer des produits, des services, des solutions qu'elle va ensuite chercher à nous vendre. Donc en substance, l'entreprise, l'entrepreneur va se dire « mais qu'est-ce que je pourrais bien fabriquer qui serait susceptible d'intéresser quelqu'un ?» Ensuite, une fois qu'il a fixé ce qu'il est en désir de mettre en marché, il faut qu'il le produise, c'est-à-dire qu'il faut qu'il mobilise des ressources, il faut qu'il engage des hommes, des femmes, et qu'il les mette au service d'un projet commun. Et puis, il doit convaincre les personnes, les clients, les bénéficiaires, les usagers, les patients, de toquer à la porte et d'accéder au service, à la solution, au produit, et de payer pour ça.
Eh ben, le modèle économique, c'est tout ça. C'est-à-dire, c'est la manière dont une entreprise va créer de la valeur, va la produire, va engager ses ressources, et puis va se monétiser. Le problème qui est le nôtre aujourd'hui, c'est que nos modèles économiques sont volumiques. Ça veut dire quoi, un modèle économique volumique? Ça veut dire que pour qu'une entreprise gagne plus d'argent, elle doit vendre plus d'unités. Elle doit vendre plus de voitures, elle doit vendre plus de kilowattheures d'électricité, elle doit vendre plus de mètres cubes d'eau, elle doit vendre plus de volume. Ça nous pose plusieurs problèmes. Premier problème, la quasi-totalité de nos marchés sont saturés. Ça veut dire qu'en substance, ils sont pleins. Okay? Le taux de croissance atone aujourd'hui est là pour nous rappeler, si besoin en est, que nous sommes suréquipés. Et donc, comment va-t-on chercher les volumes dont nous avons besoin dans des marchés qui, à un moment donné, sont pleins? Première difficulté. Deuxième difficulté, lorsque vous devez systématiquement vendre plus pour gagner plus, et que malheureusement, pour vendre plus, il faut produire plus et donc consommer plus de ressources et plus d'énergie, eh bien, vous êtes de facto dans une impasse en termes de consommation de ressources et d'énergie. Et donc, la création de richesse et la capacité à la mettre en œuvre d'une manière compatible avec la finitude de nos ressources, elle tape dans le mur. Okay. Un autre élément, c'est que paradoxalement, on est dans une période où nous avons impérieusement besoin d'innovation, et ces modèles économiques volumiques sont un frein à l'introduction d'innovation radicale, d'innovation de rupture, qui est le thème de ce soir. Je vous donne deux exemples. J'ai eu l'occasion d'accompagner une entreprise active dans la chimie. Cette entreprise vend un réactif que l'on va injecter dans des processus de production. C'est de la grosse chimie, c'est des gros produits, et c'est des tonnes de produits vendus. Un jour, le directeur R&D arrive fièrement chez le CEO de cette entreprise en lui disant « Écoute, on a fait un super boulot, on a trouvé un moyen de réduire par 4 la quantité de produits injectés dans les process de nos clients. » Ça veut dire qu'on est en capacité de réduire par 4 la consommation de ressources, on est en capacité de réduire par 4 l'ensemble des flux de transport qu'il nous faut mettre en œuvre pour amener notre matière chez le client. Et puis comme il y a des résidus dans la production, on est également capable de réduire d'un facteur même un peu plus que 4, parce que c'est plus efficace, la quantité de déchets. Est-ce que cette innovation formidable a été lancée? Eh bien évidemment non. Puisque si vous augmentez votre prix par 4, qui est la seule solution pour vous de vous y retrouver financièrement, votre client ne joue pas le jeu. Il se dit, mais qu'est-ce que moi j'ai à y gagner? Vous allez induire du risque chez moi, vous allez m'imposer de modifier mon processus de production, et donc moi, mon modèle économique ne me pousse absolument pas à lancer votre innovation. Et donc voilà, on a une innovation qui est bloquée dans un placard, qui est vertueuse sur un plan environnemental, qui est vertueuse sur le plan des clients, et qui malheureusement est incompatible avec le modèle économique. Une autre entreprise que j'ai eu l'occasion d'accompagner est une entreprise qui fabrique des compresseurs. Et la pièce la plus fragile du compresseur, c'est une petite valve, okay, qui fait travailler le service après-vente. Vous me voyez arriver, la R&D a identifié un moyen de multiplier par 10 la durée de vie de cette petite valve. Et bien évidemment, cette innovation n'a jamais été libérée, puisqu'elle allait priver d'une source de revenus extrêmement importante le dit département de service après-vente. Et donc voilà, on a besoin de rupture. Et puis, notre modèle économique, il est incapable de nous libérer cette innovation de rupture et tout le potentiel créatif des hommes et des femmes qui travaillent dans nos organisations. Alors ça, c'est un premier sacré problème. Le deuxième grand problème de nos modèles économiques, c'est quoi? Le deuxième grand problème de notre modèle économique, c'est qu'ils sont fondés sur une productivité qui reste encore très empreinte de notre héritage industriel. Alors là, je viens de dire plein de gros mots, je vais un peu les expliquer. La productivité, d'abord, c'est quoi? C'est l'efficacité qu'on peut mettre en œuvre pour transformer nos ressources, par exemple une matière première, en produit. C'est l'efficacité avec laquelle des travailleurs vont travailler, agir, produire pour sortir un maximum de produits ou délivrer un maximum de services. Comment est-ce qu'aujourd'hui la productivité, elle se gère? C'est-à-dire comment est-ce qu'aujourd'hui les entreprises, elles cherchent à améliorer leur efficacité? Premier élément, les effets d'échelle. C'est toujours cette sacro-sainte course au volume. Si vous vendez plus de volume, vos coûts unitaires ont tendance à baisser, et donc vous pouvez baisser vos prix et donc développer vos volumes. Okay? Code fer, premier problème. Le deuxième levier principal qu'on voit dans la presse et qu'on lit dans la presse tous les jours, c'est l'intensification du travail. L'intensification du travail, c'est quoi? C'est demander aux salariés de travailler plus, d'être plus flexibles, d'être plus engagés et plus disponibles, avec
des contreparties identiques, voire le plus souvent moins de contreparties. C'est demander aux pilotes d'Air France d'augmenter de X% leur temps de vol à salaire inchangé. C'est demander à des salariés de flexibiliser leur temps de travail pour éviter la fermeture de leur usine. Et donc ça veut dire exercer une pression sur l'humain. Alors le corollaire de cette pression, c'est d'abord, l'explosion des risques psychosociaux, ce mal-être au travail. Alors ça, c'est sa face la plus extrême, c'est sa face la plus visible. Okay. Mais au-delà de ces catastrophes humaines, de ces trajectoires et de ces cris de détresse, on a des éléments beaucoup plus insidieux, beaucoup plus pernicieux. Et le premier, c'est le désengagement. Le résultat d'un travail sous pression, le résultat d'une perte de sens au travail, c'est le désengagement. Et aujourd'hui, en France, vous avez 72% des salariés qui se disent désengagés. Alors se dire désengagé, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement ne pas donner le meilleur de soi, voire carrément lever le pied de la pédale. Okay, et rouler en roue libre. Donc là, c'est terrifiant, parce que nous avons dans nos organisations des intelligences individuelles, des savoirs, des savoir-faire, des savoir-être, des volontés d'agir, des idées qui ne s'expriment pas parce que les personnes sont tout simplement désengagées dans ce qu'elles font. Et là aussi, je voudrais vous partager une toute petite expérience. Un jour, j'étais dans un aéroport, j'arrivais et j'avais loué une voiture. J'étais dans une interminable queue, j'attendais mon tour, et à chaque fois que quelqu'un se présentait au comptoir, il avait à remplir un nombre incalculable de papiers qui avaient été préalablement remplis sur Internet. Okay. Et on était tous là à attendre, et arrive mon tour après un long moment, et je demande à la personne, mais est-ce que vous n'avez pas une idée pour améliorer la fluidité de votre processus? Et elle me dit, mais bien sûr. Et elle me sort toute une série d'idées extrêmement pertinentes, extrêmement simples à mettre en œuvre et très peu coûteuses. Alors vous pourriez vous dire, cette personne est une saboteuse, cette personne n'est absolument pas engagée dans son travail, c'est vrai, mais quand je lui ai demandé, mais pourquoi n'avez-vous pas mis tous ces petits progrès en place? Elle m'a dit, écoutez, personne ne me l'a jamais demandé, et quand j'ai fait ces propositions à mon patron, il m'a dit que mon boulot, c'était de répondre aux demandes des clients et pas de concevoir de l'innovation de service. Ah voilà. Et ça, nos entreprises, elles en sont plein de cas comme ça. Alors voilà, nous avons à gérer la rupture, nous avons à libérer le potentiel créatif, et aujourd'hui, peut-être plus qu'avant, nous avons une urgence d'agir. Il est plus que temps de penser à de nouveaux modèles de développement. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la première chose à laquelle nous invite cette rupture créative, c'est la capacité à trouver en soi les ressorts suffisants que pour sortir de sa zone de confort et se dire, ok, je vais partir vers quelque chose d'inconnu, je vais partir vers quelque chose qui va me sortir de mes habitudes, mais dans le voyage, je vais faire des découvertes insoupçonnées et je vais pouvoir me réaliser. Et je pense que sur ce point, Jacqueline a des choses extrêmement intéressantes à partager avec vous. Merci. Alors Christophe, avons-nous, face à ces crises, ces ruptures, des modèles de transformation et des outils? Eh bien oui, c'est ça la bonne nouvelle. Alors pour faire un lien avec ce que vous venez de dire, Jacqueline, lorsque je suis face à des dirigeants d'entreprise et que ceux-ci, déjà s'ils font la démarche de venir écouter, c'est déjà qu'ils se disent il faut peut-être bouger. Mais effectivement, il faut les mettre en mouvement. Et cette phase critique de mise en mouvement est une phase absolument délicate que nous travaillons en instruisant de manière très fine les limites de leur modèle économique. Et donc ça veut dire que nous allons travailler sur leur entreprise, sur leur organisation, et nous allons chercher à identifier quelles sont les limites à court, moyen, long terme de leur modèle, sur la composante économique, sur la composante environnementale, sur la composante sociale, sur la composante de bien-être au travail, sur la capacité à engager ses collaborateurs, ses collaboratrices à donner le meilleur d'eux-mêmes, etc. Et en général, quand on fait ce travail, qui prend un peu de temps, qui n'est pas très agréable, eh bien, on commence à trouver les ressorts pour se dire, finalement, ma maison, là, mon espace confortable,
il n'est peut-être pas aussi confortable que je ne le crois, et puis il va devenir de moins en moins inconfortable, donc on va y aller. Et on va accepter de se mettre en mouvement, on va accepter d'entamer ce départ pour aller voir autre chose. Alors je vous l'ai dit tout à l'heure, on a deux problèmes fondamentaux qu'il nous faut pouvoir dépasser. Un, le problème volumique. Deux, le problème de cette fameuse efficacité empreinte de notre héritage industriel. Et bien évidemment, j'ai été vite, j'aurais pu être beaucoup plus prolixe. Pour traiter le problème volumique, qu'est-ce qui s'offre à nous ? Je vais vous donner un exemple. Imaginons une entreprise de produits chimiques qui vend des pesticides. On a affaire à un modèle peu vertueux sur le plan de la plus-value environnementale, qui va générer également des impacts relativement négatifs sur un plan social, à travers notamment les problématiques de santé, à travers les problématiques d'appauvrissement des sols, la santé non seulement de l'agriculteur, mais des consommateurs sur l'ensemble de la chaîne. Et bien évidemment, pourquoi aujourd'hui la plupart des sociétés actives en produits phytosanitaires font du lobbying invraisemblable pour empêcher, contrecarrer, réduire la portée de lois visant à limiter la quantité de produits épandus? Parce que, étant coincés dans une logique volumique, ils ont besoin de vendre toujours plus. On est toujours sur la même histoire. Alors si on réinterroge le fondamental, l'essence même d'un produit phytosanitaire, quelle est sa fonction de base? La fonction de base, la raison d'être d'un produit phytosanitaire, c'est la protection des cultures. Dit comme ça, je n'ai rien inventé. Et si nous développions une nouvelle offre, qui ne consisterait plus à vendre un volume de produits, mais qui, à l'inverse, viserait à proposer aux agriculteurs une solution intégrée de protection de ces cultures facturée à l'hectare. Je vais trouver un agriculteur et je lui dis, mais tiens, monsieur, quelle est la superficie de votre champ? Oh, la superficie de mon champ, c'est 40 hectares. Eh bien écoutez, moi, pour 40 hectares, on va aller un peu voir le contexte qui est le vôtre, la nature des prédateurs qu'il va nous falloir combattre. On va essayer de comprendre un petit peu votre pratique. On va essayer de comprendre un peu votre climat. Et puis sur base de ça, je vous ferai une proposition. On va définir une enveloppe fermée. Et cette enveloppe me permettra de me débrouiller pour répondre le plus adéquatement possible à la protection de vos champs. Alors ce qui est intéressant en ayant dit les choses comme ça, c'est qu'on a déjà transformé le statut du pesticide. Dans le modèle de vente de pesticides, le pesticide est le moteur du revenu. Quand vous vendez ou offrez à notre agriculteur une solution intégrée de protection de culture facturée à l'hectare, chaque goutte de pesticide que vous allez introduire dans le champ sera un coût que vous avez désormais intérêt à minimiser. Donc là déjà, on a complètement renversé la logique. Ensuite, comment pouvoir gagner en efficacité? C'est-à-dire, sur quoi peut-on développer notre logique de productivité? Est-ce que ça va être en intensifiant le travail? Ce sera peu efficace. Qu'est-ce qui va nous permettre de gagner en efficacité? D'abord, la capacité pour moi à développer des solutions très pertinentes pour traiter les problématiques locales vont améliorer mon efficacité à traiter ce champ. Donc ça veut dire que je vais devoir d'abord, interroger les pratiques agricoles de cet agriculteur ou de cette agricultrice. Je vais donc devoir m'intéresser à son métier. Je vais devoir comprendre comment il ou elle travaille. Je vais devoir comprendre la nature de son sol. Je vais devoir comprendre la nature de son climat. Je vais devoir comprendre la nature de ses cultures. Je vais donc devoir m'intéresser à son contexte professionnel. Et ce faisant, je vais devoir rentrer dans une logique de co-création, de partage avec lui, avec elle, et développer une forme d'intimité qui va permettre également de faire naître la confiance, qui va être absolument indispensable à la contractualisation de cette affaire. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au plus je connaîtrai de manière fine, précise, documentée la pratique de mon agriculteur, au plus je pourrai être pertinent dans le travail de protection de ces cultures. Deuxième élément, si j'arrive à développer des partenariats, des coopérations avec des compétences complémentaires, mais que moi, opérateur chimique, je n'ai pas, on pourrait peut-être faire des choses intéressantes. Alors imaginons que je commence à coopérer avec des biologistes qui seraient en capacité de me dire, mais tiens, voilà, en utilisant tel ou tel type de phéromone, vous allez pouvoir développer des techniques de piégeage sexuel des insectes prédateurs de parasites, et plutôt que de pulvériser vos champs, mettre des boîtes avec des phéromones qui vont attirer ces prédateurs et qui vont ensuite coller sur la boîte, ça peut être pas mal. Vous allez pouvoir éventuellement coopérer avec des entomologistes, c'est-à-dire avec ces gens qui, ayant une connaissance fine du monde de l'insecte, vont pouvoir dire, écoute, si tu réintroduis des coccinelles dans ton champ, ils vont bouffer les pucerons qui détruisent tes cultures. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va réintroduire de la biodiversité
Alors dans le langage économique, on va dire un service écologique qui normalement est gratuit, mais que là on arrive à monétiser. Et donc ça veut dire qu'au plus je vais développer de la connaissance, au plus je vais développer de la créativité, au plus je vais développer des coopérations fécondes, fondées sur un rapport gagnant-gagnant, et au plus je vais pouvoir engager ces coopérations dans une qualité, au plus je vais gagner en efficacité. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le premier cas, notre fameux modèle industriel, nous avions des ressorts de productivité qui étaient centrés sur le volume, inefficace, sur l'intensification du travail, très coûteux en termes humains, sur l'automatisation, j'en ai pas parlé, sur les technologies de l'information et de la communication qui sont relativement mal régulées aujourd'hui dans le monde du travail et qui contribuent à accentuer encore un peu plus la pression, la vitesse. Je ne sais pas combien vous avez de mails à traiter par jour. Moi, c'est ma croix. Les mails, c'est ma croix. C'est un cauchemar. Voilà, donc voilà, ça c'est les modèles classiques. Et bien ici, dans le nouveau modèle, quels sont les espaces et les gains de productivité? Ces espaces et gains de productivité, c'est la connaissance que je vais pouvoir développer avec mon agriculteur, la complémentarité de compétences et d'expertise que je vais pouvoir mobiliser autour de moi, et la qualité de la coopération que je vais pouvoir mettre en œuvre pour atteindre un objectif qui désormais devient un objectif commun. Tous ces éléments, on les appelle dans notre jargon des ressources immatérielles. Alors ces ressources immatérielles vont porter sur les connaissances, sur les compétences, sur les capacités à faire confiance, sur la qualité de la complémentarité entre acteurs, sur des enjeux de santé, puisque un préalable indispensable à l'engagement, c'est la bonne santé. Et donc voilà sur les nouvelles composantes avec lesquelles nous allons travailler pour développer de l'efficacité, donc un rapport totalement renouvelé à l'efficacité, mais réarticulé aux enjeux humains. Alors les retombées, elles sont extraordinaires. Moi j'ai eu aujourd'hui la chance d'accompagner une 60aine de dirigeants dans cette belle aventure de l'économie de la fonctionnalité et de la coopération. La première chose qu'ils me disent, c'est « Christophe, tu ne nous as pas formés, tu nous as déformés ». Et donc cette transformation personnelle a opéré. Ils ne voient plus le monde de la même manière. C'est comme s'ils avaient changé leurs lentilles, s'ils avaient changé leurs lunettes, et que désormais, ils perçoivent les véritables richesses de leur entreprise. Ces richesses qui sont immatérielles beaucoup plus que matérielles, qui sont invisibles beaucoup plus que visibles. Les véritables richesses, ce ne sont pas les machines. Les véritables richesses, c'est l'intelligence des hommes et des femmes qui pilotent les machines. Encore faut-il libérer ce potentiel. Alors, deuxième élément, il me dit souvent, ces dirigeants, tu as déconstruit des certitudes. Et là, ça me permet de sortir de la maison des certitudes de Jacqueline. Alors, déconstruire des certitudes, ça veut dire quoi? Ça veut dire, par exemple, accepter que le management, sans le contrôle, c'est efficace. On a souvent tendance à penser que le rôle du manager, c'est de contrôler les équipes en dessous. Okay, et on ne peut pas imaginer un environnement non contrôlé. A priori, l'absence de contrôle est l'anarchie. Eh bien, on arrive petit à petit à démontrer qu'en fait, il est possible de réguler des espaces humains sur des ressorts totalement différents que le contrôle, qui s'appelle la coopération. Et que la coopération présuppose une absence de contrôle, mais qu'elle présuppose des processus venant sous-tendre cette coopération, qu'elle présuppose des espaces au sein desquels cette coopération peut vivre, prendre corps et se développer. Ces espaces, on va les appeler par exemple des espaces de régulation, c'est-à-dire les premiers espaces que les grands consultants en organisation tuent au sacro-saint principe de la productivité, considérant que passer du temps à discuter sans objet clair et précis et surtout sans produire est improductif. Nous, on restaure ces temps. Et en fait, on constate que ces temps développent une efficacité bien supérieure à l'efficacité antérieure, en tout cas sur le long terme. Okay. J'ai des dirigeants d'entreprise qui me disent « je suis prisonnier de ma chaîne de valeur ». Alors, prisonnier de sa chaîne de valeur, ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, PME, petite, eh bien, je suis amené à vendre à des grands groupes qui exercent sur moi des pressions intenables. Je travaille notamment avec un dirigeant de PME qui est il a une entreprise spécialisée en optique de haute précision. Et il travaille sur toute une série de marchés, il travaille dans le domaine médical, il travaille dans le domaine militaire, il travaille dans le domaine de la protection des hommes, il travaille dans le domaine de l'automobile, etc. Et un de ces secteurs à faible valeur ajoutée, en tout cas dans sa perspective, je trouve qu'elle a plutôt une bonne valeur ajoutée, c'est des lunettes de protection pour salariés en milieu dangereux. Exemple, le secteur de la chimie, etc., où on va porter des lunettes protégeant les yeux. Cette entreprise conçoit les verres, fabrique les verres, le tout à Grasse, okay, et
les commercialisent, en tout cas commercialisent les lunettes via des réseaux de magasins spécialisés. Le prix de vente de la lunette est de 40 € en magasin. L'essentiel de la valeur ajoutée de cette paire de lunettes, c'est le verre. La monture n'a aucune technicité. Elle n'a pas de technicité, la monture. Le verre est l'élément porteur de valeur d'usage, c'est-à-dire le service rendu par cette lunette est essentiellement porté par le verre. À votre avis, combien touche notre industriel sur sa paire de verres? Le distributeur, le prix de vente final, 40. On va dire 32, on va enlever la TVA. 32. Combien il va toucher à votre avis? Alors 10. Qui pense que c'est plus que 10? Levez la main. Plus que 5. Okay. Ouais, quand même. Plus que 3. 1,40 €. Alors ça c'est terrible. Alors voilà. Et on lui dit, ben voilà, en fait moi je suis prisonnier d'une chaîne de valeur qui m'étrangle. Et ça, sa croyance, c'est de dire on ne peut pas se dégager de ça. C'est comme ça que le monde est fait. Je veux dire, l'économie est faite de petits et de grands, de prédateurs et de perdants. Et voilà, on subit le système d'acteurs dans lequel on se situe. Non, c'est un agencement d'acteurs, il en existe d'autres. On peut créer des écosystèmes coopératifs, c'est-à-dire des espaces où les acteurs vont s'agencer les uns par rapport aux autres dans un esprit de coopération gagnant-gagnant. Et donc on sort de logique de chaîne de valeur pour reconstruire de nouvelles configurations d'acteurs. Et donc voilà, progressivement, on les prend avec nous, et progressivement on déconstruit, une à une, les croyances, pour leur montrer qu'en fait, ce qu'ils pensaient être un dogme, quelque chose d'inamovible, n'est en fait qu'une construction humaine qui peut être déconstruite pour être repensée, reconstruite autrement. Le plus formidable de tout ça, c'est que, en faisant des ressources immatérielles la ressource clé, les ressources clés de productivité, eh bien là on retrouve un langage tout à fait classique. Si la connaissance, si la qualité de la coopération, si la bonne santé des salariés, si la préoccupation de la santé à l'égard de nos salariés devient un facteur stratégique, eh bien on commence à y porter attention, à investir sur ces ressources pour les développer, et au plus on va les développer, au plus l'efficacité va grandir. Et ça, c'est formidable parce que ça veut dire qu'on arrive à développer un nouveau rapport de productivité qui réconcilie totalement l'humain dans l'ensemble de ses facettes et dans l'ensemble de ses richesses avec la poursuite d'un objet commun qui est le projet de l'entreprise ou le projet de l'organisation. Alors voilà, ça c'est les modèles de l'économie de la fonctionnalité et de la coopération. Ce sont des modèles fascinants. On a une formidable entreprise ici à Avignon qui travaille avec nous depuis 2 ans, qui s'appelle Isovation. Je vous conseille d'aller les voir parce qu'ils ont fait, son dirigeant Philippe Carle a fait un travail remarquable. Il a vraiment fait un projet remarquable. Et puis la bonne nouvelle, c'est que, eh bien, il y a, grâce à Isaac, qui a beaucoup travaillé grâce au CJD, mais aussi grâce à Sagacité, qui est dans la salle, il y a aujourd'hui un dispositif qui va s'ouvrir et qui va permettre à des dirigeants de votre région de rentrer dans cette formidable dynamique. Et puis croyez-moi, quand on met le doigt dedans, voilà, il faut être prêt à ce que le bras parte avec, et puis l'ensemble du corps, et puis on ne fait pas de marche arrière. Thank you.